toutes, bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette 14e visioconférence consacrée aujourd'hui aux îles et archipels de la Côte d'Almat. Nous allons donc parler ensemble de cette très belle croisière que Plein-Cap vous propose du 2 au 9 octobre 2021 à bord d'un yacht, le MS Diamant. Nous allons parler donc ce matin ensemble de cette destination qui est la Croatie et en particulier la Dalmatie. Avant de parler itinéraire et de ce bateau, nous allons reprendre ensemble quelques généralités pour nous permettre de comprendre un petit peu l'histoire, la culture, le patrimoine de la Croatie. Comme vous pouvez le voir ici sur cette première vue, sur la carte de la Croatie, c'est un pays qui a une forme assez originale, un petit peu la forme d'un croissant ou la forme d'un fer à cheval. La Croatie est le trait d'union entre l'Europe centrale et la Méditerranée. Elle est délimitée donc au nord par la Slovénie et la Hongrie, au sud par la Bosnie-Herzégovine et bordée par la mer Adriatique. C'est vraiment une très longue bande littorale que présente la Croatie, d'où l'intérêt de la découvrir et de privilégier ce mode de voyage qu'est la croisière pour découvrir la Croatie. Une façade maritime très importante, 1170 km de côte environ, et de nombreuses îles, puisqu'on compte 1085 îles essaimées le long de cette côte croate, dont seulement 67 sont habitées. Vous l'avez compris, donc une forte insularité dans ce pays qui a aussi, au fil des siècles, façonné la culture croate. Sur le plan géographique, la superficie donc, de la Croatie est de 56 538 km², donc un petit pays, si on le compare par exemple à la France. Ça représente seulement 10% du territoire français. Sur cet espace vivent environ 4,5 millions d'habitants, donc ce qui représente à peu près 81 habitants au kilomètre carré. Le point culminant de la Croatie est le mont Dinara. Il culmine à 1231 mètres d'altitude. La capitale est Zagreb, au nord, comme vous pouvez le voir. On va trouver donc sur ce territoire 3 grandes régions. Au nord, la Slavonie. Au nord également, au nord-ouest, l'Istrie, faisant frontière avec la Slovénie, toute proche également de l'Italie. Cette région, d'ailleurs, l'Istrie, a été au fil des siècles sous l'influence italienne. Elle va présenter sur le plan géographie-physique des paysages vallonnés ponctués de villages médiévaux. Et plus au sud, cette longue bande littorale est la Dalmatie, et c'est cette région qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, elle est au sud de la Bosnie-Herzégovine, et cette Dalmatie est elle-même divisée en plusieurs parties, et c'est la Dalmatie centrale dont on va parler ensemble ce matin. La monnaie croate est la kuna, donc 1 euro est équivalent à peu près à 7,5 kuna. On va parler donc la langue croate sur ce territoire. Le croate est une langue slave. Sur ce territoire croate, il y a donc, nous allons en parler ensemble, un patrimoine tout à fait intéressant. Pas moins de 8 parcs nationaux, 11 parcs naturels et de nombreux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous apercevez également ici le drapeau croate, rouge, blanc et bleu, avec ce damier, ce blason en son centre. Ce drapeau croate qui est fortement lié aussi avec l'histoire du pays. Ce drapeau, sous cette forme, est rentré en vigueur le 21 décembre 1990. Et ce damier, cet échiquier au centre, est constitué de 25 cases, surmontées d'une couronne, une couronne à 5 écussons. Et ces 5 écussons, justement, représentent les régions historiques du pays. Donc l'Illyrie, la vieille Croatie, la région de Raguse, l'actuelle Dubrovnik, la Dalmatie, l'Istrie et la Slavonie. Après ce rappel géographique, nous allons survoler ensemble l'histoire de ce territoire pour nous aider aussi à comprendre son patrimoine culturel. De tous les temps, le pays a fait l'objet de nombreuses convoitises et ceci très tôt.
Peuplés dès le 2e millénaire avant notre ère, les Illyriens donc, ont commencé à envahir ce territoire. La première colonisation ensuite a été par les Grecs en 395 avant Jésus-Christ, suivi des Romains. De toutes ces invasions, ces colonisations, des vestiges sont encore visibles en Croatie. Nous parlions voilà quelques minutes de la colonisation grecque. En témoignent par exemple les vestiges que l'on peut trouver dans la très belle ville de Pula, telles que les arènes dont vous avez une photo ici. Ensuite, au IIIe siècle, les premières communautés chrétiennes se sont installées ici. Au 7e siècle, début des migrations slaves. En 925, création du premier royaume croate. Au XIIe siècle, rapprochement des couronnes croates hongroises sous un même royaume. Et au XIVe siècle, la Dalmatie devient vénitienne. Seule la ville de Ragus conserve son indépendance, cette Ragus que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de la ville de Dubrovnik. Au XVIe siècle, Ferdinand Ier de Habsbourg est nommé. La Croatie passe alors sous contrôle de Vienne. Fin XVIIIe siècle, la chute de la République de Venise, la Dalmatie et l'Istrie reviennent à l'Empire austro-hongrois. Ensuite, pendant quelques années, de 1807 à 1809, les Autrichiens cèdent l'Istrie et la Dalmatie à Napoléon. Donc, ces régions deviennent provinces françaises pour quelques années. Et en 1815, donc, à la suite du congrès de Vienne, donc à la chute de Napoléon, ces provinces illyriennes sont replacées sous la tutelle austro-hongroise. En 1918, création du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Ensuite, les guerres se sont succédées. Lors de la Seconde Guerre mondiale, donc la Croatie est occupée par les Allemands. À l'issue de cette guerre, il y a eu la création d'un État croate indépendant. En 1971, une période que l'on a surnommée le printemps croate. À cette période, les étudiants, les intellectuels, les réformateurs du Parti communiste réclament une plus grande autonomie économique et politique pour leur pays, la volonté donc des Croates de renforcer leur identité, préserver leur culture également. De 1991 à 1995 a suivi donc la guerre de l'indépendance, la guerre civile en Yougoslavie. Vous pouvez voir sur la carte ici les différents affrontements, sièges, interventions armées et les dates de proclamation d'indépendance de chacun des territoires. C'est en 1995 que se fera la séparation définitive entre Croatie, Bosnie, Serbie en tant qu'État indépendant. En 2009, la Croatie devient membre de l'OTAN et 2013, entrée dans l'Union européenne. Voilà, ces quelques faits et dates vous permettent de resituer donc l'histoire croate. Et sans plus tarder, nous allons donc parler de notre itinéraire de cette croisière que nous vous proposons au mois d'octobre. Je vous le disais lorsque nous avons présenté la géographie de la Croatie, c'est un pays qui se dévoile grâce à sa façade côtière, d'où on conseille de privilégier la découverte en croisière, puisque la Dalmatie centrale, dont vous avez la carte ici, présente vraiment une belle façade littorale et de nombreuses îles. La Croatie regorge d'une nature magnifique, d'îles, un patrimoine historique et culturel à découvrir. On parle souvent d'ailleurs, on la surnomme petit coin de paradis en Méditerranée, grâce à ses nombreux sites protégés, sites classés, mais aussi le patrimoine croate se dévoile à travers sa gastronomie, puisqu'elle est aussi connue pour ses saveurs culinaires, que vous aurez l'occasion d'apprécier lors de ce voyage. Pas moins de 25 produits désignés appellations d'origine protégée se trouvent actuellement en Croatie. Diverses huiles d'olive, fromage, huîtres, vins, un bon nombre de spécialités. Ici, sur cette carte, encerclée en rouge, vous apercevez nos différentes villes d'escale pour cette croisière. Notre itinéraire commencera donc à la ville de Split, ville la plus importante de cette Dalmatie centrale.
Donc, je vais vous citer ainsi les villes et nous passerons ensuite, jour par jour, en revue notre itinéraire. Donc, nous commencerons donc à Split. Vous apercevez le long de la côte d'Almat également les villes de Trogir plus au nord et Omiš qui font objet également de notre visite. L'île de Hvar au large de la côte. Également l'île de Vis plus au sud de Hvar. L'île de Korčula tout à fait au sud. Et également la presqu'île de Pelješac. Notre première escale, donc après avoir emprunté un vol Paris-Split le 2 octobre, nous arrivons donc dans cette très jolie ville de Split pour retrouver notre bateau, notre yacht, le MS Diamond, qui sera à quai à Split. Sur le plan historique, Split a été d'abord illyrienne, romaine, slave, vénitienne, napoléonienne, yougoslave ensuite et désormais croate. La ville est avant tout dalmate, donc au cœur de cette Dalmatie centrale, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ville, comme vous pouvez le voir ici à travers ces photos, a poussé littéralement à l'intérieur d'un palais antique. On a l'impression ici que l'histoire s'est empilée jusqu'à former un ensemble réellement indissociable entre la ville et le palais, ce palais qui est palais de Dioclétien, qui représente un des ensembles architecturaux de l'Antiquité tardive, les mieux conservés actuellement, un palais qui s'étend sur 30 000 mètres carrés. C'est en 305 que l'empereur Dioclétien se retire dans son superbe palais au cœur de Split. Depuis longtemps, il envisageait de se retirer dans sa région d'origine, lui qui était né à Salona, ville grecque puis romaine, à quelques kilomètres de Split, où l'on peut encore visiter quelques vestiges de cette ville grecque. Au cœur donc ici de ce palais de Dioclétien, vous pouvez apercevoir donc les vestiges du temple de Jupiter, les cryptoportiques, le baptistère, le mausolée de Dioclétien en lui-même, qui est sur la photo à gauche, a été transformé en cathédrale, la cathédrale Saint-Domus que l'on visite actuellement donc à Split, et le péristyle dont la photo est en bas à droite de votre écran, le péristyle du palais est réellement le cœur névralgique du palais de Dioclétien. C'est aussi aujourd'hui l'une des places les plus passantes de la ville de Split. Au cours de notre visite pédestre, de notre visite guidée dans cette ville de Split, nous découvrirons donc les monuments à l'intérieur de ce palais de Dioclétien et à travers notre promenade, nous pourrons découvrir aussi de belles façades, de belles architectures, de maisons, palais gothiques, palais Renaissance et baroque également. Vous apercevez aussi sur la photo en haut à gauche de l'écran le bord de mer très agréable à Split où vous pourrez déambuler également, que l'on appelle Riva, cette promenade bordée de palmiers. Vous pourrez déambuler le soir après notre visite ici sur la Riva à Split, puisque un des points très importants de notre itinéraire et de cette croisière est de passer toutes les soirées à quai. Donc, ce qui vous laisse tout à loisir de pouvoir vous promener à votre gré, à votre convenance. Nous passons la nuit à quai et nous allons ensuite appareiller le lendemain matin vers l'île de Hvar. Ici, j'ai replacé cette carte très schématique pour vous montrer vraiment notre navigation qui est un réel cabotage le long de cette côte d'Almat et entre ces îles vraiment, puisque nous allons quitter ici la ville de Split pour arriver donc à l'île de Hvar qui est ici et pour être à quai dans la ville, dans le port de Starigrad. Nous arrivons donc le 3 octobre sur cette île de Hvar. L'île de Hvar a une superficie d'environ 300 km², 68 km de longueur, 10 km de large. L'île est habitée par environ 11 500 Croates répartis entre les villes de Hvar et la ville de Starigrad. C'est la 4e île croate en nombre d'habitants. Sur le plan historique, donc bien que peuplée par les Illyriens, Hvar ne s'est réellement développé qu'avec l'arrivée des Grecs venus de l'île de Paros. Cette île de Hvar, initialement, était placée sous la protection juridique de l'île voisine, l'île de Vis. Les Romains lui ont ensuite donné plus d'importance puisqu'ils ont apporté sur l'île de Hvar la vigne et l'olivier.
Enrichie par le commerce de l'huile et du vin, l'île de Gvar s'impose définitivement à la fin du Moyen Âge. Elle va supplanter à l'île de Vis et devient le siège de l'évêché, attirant ainsi nobles et intellectuels. Elle passe également sous la domination vénitienne. Au fil du temps, des palais se multiplient. Durant la Renaissance, d'ailleurs, de très jolis palais, belles façades sont construites et sont encore visibles sur cette île de Gvar. Les paysages que l'on peut voir à Gvar sont des paysages globalement vallonnés. Elle présente également une chaîne de collines bordant donc la côte méridionale, des terres fertiles, puisqu'ici poussent un bon nombre de vignobles. Les vignobles vont côtoyer les champs de lavande, les plantations d'oliviers, les forêts de pins, également des plantations d'agaves, une belle végétation méditerranéenne qui couvre cette île de Gvar. Notre bateau, donc le MS Diamond, sera à quai à Starigrad, donc le port où nous accosterons. Vous avez une photo en haut à gauche de ce port de Starigrad. L'arrivée est tout à fait intéressante puisque le port se situe au fond d'une baie profonde de 6 km. Nous serons à quai ici donc à Starigrad l'après-midi, la nuit également, et notre excursion va nous permettre de découvrir la ville de Gvar. À travers une visite guidée, une promenade dans ces charmantes ruelles, dont vous avez quelques photos ici, où apparaissent des vestiges de fortifications grecques. Nous visiterons également sur la place centrale de la ville de Gvar, comme vous voyez en bas à droite, la très belle cathédrale Saint-Étienne, témoignage d'une architecture renaissance vénitienne très présente sur la côte adriatique, en témoigne cette cathédrale. Nous visiterons également le palais des évêques, jouxtant la cathédrale, et nous verrons aussi le monastère franciscain. Nous retournerons ensuite vers Starigrad, vers notre bateau pour le dîner, passer la nuit à quai. Et notre escale suivante va nous mener vers cette île voisine de Gvar, qui est l'île de Vis. Comme vous pouvez l'apercevoir ici donc sur la carte schématique, vous avez Gvar et Vis, sa voisine, un petit peu plus au sud-ouest et plus petite. À Vis, notre bateau accostera à Komija. L'île de Vis se trouve parmi les lieux les mieux préservés dans ces îles de Croatie, puisqu'il faut savoir que de 1941 à 1943, elle a servi de refuge à la résistance contre l'occupation italienne et les nazis. Elle a été ensuite encore interdite aux touristes entre 1945 et 1989, puisque c'était une base de l'armée yougoslave. Ce n'est qu'avec la dernière guerre d'indépendance que l'armée quitte l'île de Vis et va laisser place au tourisme. Donc, vous l'avez compris, une île encore très protégée, très authentique. Une petite île, puisqu'elle fait 16 km de long, 7 km de large. Ce petit port de Komija donc, est situé tout à l'ouest. L'île est peuplée par 3500 personnes donc, qui vont se diviser entre les deux villages principaux, le village de Vis et le village de Komija. Le point culminant de l'île de Vis est le mont Oum à 587 mètres d'altitude. Cette île de tous les temps a été très appréciée et convoitée pour ses eaux poissonneuses. C'est une île qui a vraiment vécu et qui vit encore de la pêche. On pêchait ici à Vis l'anchois, le sardine, les maquereaux. Cette pêche était faite avec des bateaux locaux, des constructions assez inédites que l'on appelle des falkuja, des bateaux construits donc par des familles locales. Sur cette île, autrefois, environ une famille sur deux vivait de la pêche. Aujourd'hui, la population de Vis continue de vivre de la pêche, de la viticulture, mais aussi donc un petit peu du tourisme. Notre visite de Vis va nous mener à travers cette petite bourgade à déambuler entre ces maisons de pierre, ces façades, sa tour fortifiée datant du XVIe siècle, et témoignage de ce passé lié à la pêche, eh bien, c'est le musée de la pêche qu'on aura l'occasion de visiter dans cette île. Et à Komija, le musée de la pêche qui est installé
dans la tour fortifiée bordant le quai ici, comme vous pouvez l'apercevoir en haut à gauche. Après cette visite de Comija, nous retournerons donc vers notre bateau et la soirée sera un petit peu différente des précédentes puisque là, nous serons attendus donc dans la région dans une ferme d'agritourisme donc pour un dîner traditionnel et ce sera pour vous l'occasion de déguster quelques spécialités croates et dalmates. Donc une immersion vraiment au cœur de la gastronomie locale. Nous passons la nuit à quai ici à Comija sur l'île de Vis et le 5 octobre au matin, nous allons reprendre la navigation vers l'île de Korčula. Cette carte encore ici vous permet de situer donc les îles que nous avons visitées déjà, Hvar, Vis, et nous allons à présent vers Korčula. Korčula est la 6e île plus grande de l'Adriatique. Elle est séparée de la presqu'île de Pelješac que vous avez ici par ce que l'on appelle le canal de Pelješac. Ce canal qui a une largeur d'1 kilomètre et qui c'est 1,5 kilomètre et sépare donc Korčula de la presqu'île de Pelješac. Korčula est une île très verdoyante, pour ne pas dire la plus verdoyante des îles croates, une île aussi qui est montagneuse, couverte de forêts et couverte également de vignes. L'île de Korčula est connue pour la production de différents vins, des vins pour la plupart des appellations d'origine contrôlée. C'est ici notamment que l'on produit l'un des fameux vins croates que l'on appelle le Posip, dont vous avez peut-être entendu parler. La légende veut que l'île de Korčula a été fondée par Anténor, personnage donc de la mythologie grecque, qui, échappant au massacre de Troie, serait parti à l'aventure pour la mer Adriatique. Prise par les troupes byzantines lors de l'expédition de Bélisaire, elle fut ensuite dominée par Venise jusqu'à la fin du XIIIe siècle. On parle aussi de Korčula comme lieu de naissance de Marco Polo, puisque dans la vieille ville de Korčula, on voit donc la maison où serait né Marco Polo. Alors après, le débat reste ouvert sur le lieu de naissance de Marco Polo, puisqu'il y a quand même plusieurs endroits dans le monde où on dit que c'est le lieu de naissance de Marco Polo. Donc je vous laisse faire votre opinion à ce sujet. Ici, sur l'île de Korčula, le MS Diamond sera à quai à Vela Luka, donc petit port qui est sur la côte orientale ici de l'île de Korčula. Et nous partirons en excursion plus vers l'intérieur de l'île, puisque c'est le village de Blato que nous pourrons découvrir ensemble. Ici, donc, à Blato, ce petit village a connu au début du XXe siècle réellement l'exode de sa population, puisque malheureusement, lors de l'épidémie de phylloxéra qui a dévasté une grande partie des vignes de l'île, beaucoup d'habitants ont fui et ont migré vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ici, donc, on visitera le centre historique de Blato, un centre historique constitué essentiellement de maisons datant du XIVe siècle, avec donc des petites chapelles médiévales, églises également. Et ce sera l'occasion de découvrir le musée ethnographique fort intéressant au cœur de ce village. Vous avez ici 3 photos présentant ce musée. Ce sera l'occasion de parler donc de la viticulture ensemble, de parler aussi de la production d'huile d'olive, en témoignent ici les différents instruments de production, également costumes traditionnels de Dalmatie. Vous avez ici quelques exemples de costumes locaux. Lorsque nous serons donc ici, nous rejoindrons après donc de nouveau notre bateau à Vela Luka pour une soirée différente et qui complétera toujours notre découverte, puisque nous rejoindrons ce soir-là à bord un ensemble vocal, on va dire, pour une soirée traditionnelle de klapa. Ces klapas, ce sont des chants, c'est une tradition vocale d'un chant à plusieurs voix des régions méridionales de Dalmatie. Et d'ailleurs, ce chant traditionnel a été inscrit en 2012 sur les listes représentatives du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Ces chants sont des chants donc qui sont a cappella, il n'y a pas d'instrument.
Le chef de chaque groupe est un chanteur qui est généralement le premier ténor, suit ensuite la voix de plusieurs ténors, baryton et basse également. Ce sont des chants qui sont assez libres, sans notation écrite, et les thèmes de ces chants développent en règle générale les situations de la vie, le cadre de la vie et également l'amour. L'âge des chanteurs de clapa est variable, mais il est vrai que les jeunes chanteurs se trouvent très régulièrement pour apprendre aux côtés de leurs aînés. Ce qui est intéressant aussi de noter, dans la clapa traditionnelle, la transmission de ces connaissances se fait oralement. Donc, je vais vous laisser apprécier quelques minutes de ces chants traditionnels pour vous donner un aperçu de ce petit concert de clapa. Milogej kunda podziemia, u sercu je Kroacja. Milogej kunda živim ja, u sercu je Hrvatska. Crven, bijeli, plavi, to je barjak naš, volimo ga mi, bijemo ga svi, od uvijek je bio svetinja za nas. Zapjevajmo, braćo, svi u glas. Vivat Croatia, vivat Croatia, vivat Croatia. Voilà, cet aperçu vous a permis de découvrir donc cette tradition orale et ces chants traditionnels dalmates. Nous continuons notre voyage et nous allons quitter l'île de Korčula pour nous diriger donc en quelques heures de navigation vers Lastovo. Donc notre navigation toujours se fera en quelques heures le matin pour arriver donc vers cette île de Lastovo qui se trouve à quelques kilomètres au large de Korčula. Cette île de Lastovo, dont vous avez une vue aérienne sur la droite, est réellement un petit bout de terre perdu au cœur de cet Adriatique. C'est une île qui est vraiment loin des sentiers touristiques, une île pleine de charme avec un relief très accidenté, comme vous pouvez le voir, une végétation là encore typiquement méditerranéenne. Au nord de l'île va se trouver la capitale, donc la ville de Lastovo, qui est un petit village assez pittoresque, un village où l'on compte environ 500 habitants, un village que vous avez sur la photo à gauche de votre écran, donc un village un petit peu perché en hauteur, construit suivant la forme d'un amphithéâtre naturel et un village qui va être constitué de maisons de pierre, comme vous pouvez le voir. Cette île de Lastovo, elle aussi, jusqu'il y a encore quelques années, donc, a servi de base militaire et était interdite aux visiteurs. C'est d'ailleurs là aussi probablement grâce à cela qu'elle est restée très authentique et préservée du tourisme. Cette île de Lastovo, on la surnomme aussi l'île aux 46. Il n'est pas rare dans des guides touristiques de voir ce surnom pour Lastovo. L'île aux 46, puisqu'elle se compose de 46 îlots et rochers, 46 vignobles, 46 églises et chapelles, 46 collines. C'est en tout cas un véritable petit havre de paix que l'on va découvrir lors de cette escale et lors de notre visite de Lastovo, au cœur de paysages avec des vallées encaissées, des paysages de vignes vraiment à l'infini, de grandes oliveraies et une côte vraiment très déchiquetée, présentant des petites baies, des criques secrètes. Nous restons la nuit à quai, là ici à Lastovo, et le 7 octobre au matin, nous poursuivons notre navigation vers la presqu'île de Pelješac, où le MS Diamond sera à quai dans le village de Kušiste. La presqu'île de Pelješac est une presqu'île que l'on peut qualifier au niveau de ces paysages assez romantiques. Là aussi, ce sont des paysages de forêts très denses que l'on va trouver, des oliveraies, des rochers couverts de sauges, des cyprès centenaires, une belle végétation méditerranéenne. Là aussi, la presqu'île de Pelješac permet de produire des vins locaux, même si la terre est assez aride et caillouteuse, donc ce qui limite forcément les rendements. La profusion de soleil permet
de donner tout cet arôme et la puissance du vin que l'on va produire ici à Peyessac. Toutes les conditions sont réunies pour produire un vin de qualité. Nous accostons donc à Kouchisté et notre excursion de ce jour nous permettra de rejoindre le village d'Orebić. Vous avez une photo en haut à gauche de votre écran d'Orebić, donc qui est située sur cette presqu'île de Peyessac, que ce soit le village, la région d'Orebić, la côte de Peyessac, également Kouchisté. Toute cette région est la région natale de nombreux marins. L'époque la plus brillante de cette tradition maritime était donc au siècle dernier, quand ces villages ont vu construire de nombreux bateaux et ne comptaient pas moins de 60 bateaux à voile. Cette région figurait comme un très gros centre maritime dans l'Adriatique. À cette période, de grandes familles de marins à Orebić ont fait construire de très belles demeures, maisons de pierre qui sont encore visibles. Et nous visiterons ici à Orebić le musée maritime, témoignage de cette grande période fastueuse. Et nous visiterons également le monastère franciscain Notre-Dame des Anges. Nous restons la nuit à quai à Kouchisté et le 8 octobre au matin, quelques heures de navigation nous permettront de rejoindre le cœur de la côte d'Alma, de la Dalmatie centrale, en faisant escale dans la ville d'Omiš. Omiš est située entre la ville de Split et Makarska, donc entre deux massifs montagneux. Sur le plan historique, Omiš a été le dernier fief des farouches pirates slaves. Omiš a été aussi domestiqué par Venise. On a construit à cette période une forteresse assez impressionnante qui surplombe la ville d'Omiš à 311 mètres d'altitude. La ville d'Omiš est une cité médiévale très attrayante. Vous avez une photo donc à gauche de votre écran de cette ville d'Omiš. Et depuis Omiš, nous partirons en excursion à bord de petites embarcations locales à la découverte de ces paysages de la gorge de Cetina. Ces gorges de Cetina sont assez surprenantes, une formation géologique tout à fait intéressante, et ce sont des paysages vraiment différents que de tout ce que l'on a pu voir jusqu'à présent au fil de nos escales. Vous l'apercevez sur ces différentes photos, donc le cours de la Cetina est bordé d'un défilé, un itinéraire que nous parcourrons donc à bord de ces bateaux, un itinéraire très pittoresque de quelques kilomètres qui va nous conduire jusqu'aux gorges de la Cetina, où après il y a donc les chutes de la Cetina. Après, donc, nous revenons à Omiš, notre point de départ. Notre bateau restera à quai la soirée à Omiš, ce qui vous laissera aussi le temps de pouvoir promener à votre convenance dans la ville d'Omiš. Et le 9 octobre, au matin, nous reviendrons vers notre point de départ, vers la ville de Split, où là, notre bateau accostera, ce sera la fin de notre belle croisière, et nous partirons en excursion vers Trogir. Trogir se situe à quelques kilomètres de Split, à peu près 35 à 40 minutes en autocar pour rejoindre la très belle Trogir. Magnifique ville médiévale, parfaitement préservée, avec de très beaux monuments à découvrir. Ici, donc, quelques photos vous présentent la ville de Trogir, ville fortifiée, comme vous pouvez l'apercevoir sur la photo à gauche. La photo de droite vous présente le bord de mer de Trogir. Et c'est au cœur de cette vieille ville que commencera notre visite guidée sur la place de la cathédrale Saint-Laurent, dont vous avez en bas à droite le clocher, le portail également, véritable joyau en matière d'architecture. Cette cathédrale Saint-Laurent donc est de style roman. Le portail donc est d'un style occidental roman, un véritable chef-d'œuvre sculpté en matière d'architecture. On a vraiment l'impression de découvrir ici une dentelle de pierre. Un portail qui date de 1240, qui a été entièrement sculpté par le maître croate Radovan. Et vous pouvez découvrir toute la finesse de ces ornements. Dans le tympan du portail, les signes du zodiaque sont représentés. Vous apercevez de chaque côté du portail des lions surmontés des sculptures d'Adam et Ève. Jouxtant la cathédrale et sur la place principale de Trogir se trouve également
l'hôtel de ville, le palais Cipico avec ses très belles fenêtres gothiques, et lui faisant face, donc à la cathédrale, le bâtiment que l'on appelle la Loggia, qui abritait l'ancien tribunal pour les hommes du peuple, puisqu'à cet endroit étaient jugés les hommes du peuple, les femmes étaient jugées séparément dans l'église et les nobles étaient jugés en privé. Notre promenade nous permettra donc de déambuler et d'apprécier cette vieille ville de Trogir, sa magnifique architecture. Et à la fin de notre visite, nous poursuivrons vers l'aéroport de Split, puisque ce sera déjà notre départ, fin de notre croisière. Donc, et nous reprendrons donc l'avion à destination de la France, à destination de Paris. Vous l'avez compris, donc au cœur de cet itinéraire en Dalmatie, c'est l'occasion de découvrir de somptueuses villes historiques, petits ports de pêche, îles préservées, petites criques isolées. Et c'est d'abord d'un yacht que l'on vous invite pour ce voyage combinant visite, navigation. Je dirais le bon équilibre entre navigation et visite au bon tempo, le plaisir de découvrir en bateau les incontournables de la Dalmatie. Que vous soyez amateur d'histoire, d'archéologie, de paysages, de nature, je crois que c'est une destination qui ne manquera pas de vous séduire puisqu'elle a vraiment de quoi satisfaire toutes vos envies de découverte et tous les goûts surtout. Alors à présent, je vais vous présenter ce yacht que Plein Cap a affrété spécialement pour vous sur cette destination, donc le MS Diamond, qui est un yacht construit en 2015, rénové en 2017, un yacht qui a une longueur de 50 mètres, une largeur de 8,80 mètres, à son bord 8 membres d'équipage croate. C'est un bateau qui présente 4 ponts, 2 ponts sur lesquels vont être réparties les cabines, donc 20 cabines extérieures, uniquement des cabines extérieures sur ce yacht, cabines climatisées avec salle de bain privative et tout le confort nécessaire. Et sur les 2 autres ponts, donc au-dessus des cabines, donc vont se trouver le restaurant, également un petit salon en extérieur et un pont où vous pouvez ensuite déambuler donc, et profiter de la navigation. Se trouve également un jacuzzi à bord de ce bateau. Donc, ici, le plan pour vous permettre de situer un petit peu mieux les différentes catégories de cabines, espaces publics sur le bateau. Donc, sur le pont inférieur ici, des cabines avec hublot, des cabines qui font entre 14 et 16 mètres carrés. Sur le pont principal, ici même, des cabines extérieures avec fenêtres, où on peut ouvrir les fenêtres, et une porte donnant sur la coursive extérieure. Ici, donc, le pont supérieur où va se trouver le restaurant ici même, un petit salon ici à l'arrière, un salon extérieur, et ici, le pont Soleil, avec le jacuzzi et les transats. Ici, quelques photos donc, des cabines du restaurant. La photo en bas à droite présente une cabine sur le pont inférieur, donc cabine avec hublot en hauteur, comme vous le voyez. La photo au-dessus présente une cabine sur le pont principal avec une fenêtre qui peut s'ouvrir, donc une cabine assez lumineuse. La photo ici en bas à gauche présente le restaurant, donc un restaurant lumineux avec des fenêtres vous permettant de profiter lors de vos repas de la navigation également. Et vous l'avez compris, un yacht de cette taille permet bien évidemment de se faufiler entre toutes ces villes, donc permet une navigation absolument superbe et insolite. Quelques photos encore du MS Diamond ici. Une photo du pont où se trouve le salon extérieur sur la droite de votre écran, et la photo en bas à droite aussi vous permet aussi de voir l'accessibilité à bord de ce yacht, puisque des fois la question se pose et certains pensent que les escaliers sont très à pic ou ce sont des échelles. Non, c'est vraiment un yacht très bien aménagé avec des escaliers tout à fait faciles, donc accessible, je dirais vraiment à tous. Donc voici le MS Diamond qui nous permettra de découvrir cette côte dalmate et cet archipel. Ici donc sont repris un petit peu
tous les arguments, tous les points forts de cette croisière proposée par Plein Cap. Donc, un itinéraire le long de la côte, un itinéraire vraiment inédit, concocté par le commandant Radovan, donc qui, mieux que lui, pouvait faire cet itinéraire au cœur de son pays d'origine. Un cabotage le long de la côte d'Almat. Je vous l'ai dit, toutes les soirées sont à quai et les escales sont à quai. Il n'y a pas d'escale à l'ancre. Le bateau est vraiment à quai chaque jour. Alors, de temps à autre, à quai à côté d'autres yachts, un petit peu comme les bateaux sur les fleuves, mais on n'utilise pas de chaloupe ni de Zodiac. On est toujours à quai. Un départ accompagné depuis Paris. Nous partirons ensemble, puisque j'aurai le plaisir de vous accompagner pour cette belle croisière donc en Croatie. Et nous retrouverons à bord également Mariana Radovan, qui est guide locale en Croatie. Elle partagera avec nous donc cette croisière et ce sera pour vous aussi l'occasion de pouvoir lui poser un bon nombre de questions puisque Mariana vit en Croatie et est guide également en Croatie. Donc pendant une semaine, elle sera avec nous à bord et sera notre guide aussi en escale. La privatisation complète de ce yacht, le MS Diamond, pour une croisière complètement francophone. Donc, ce sera à bord uniquement des passagers Plein Cap. Nous serons vraiment entre nous. Sur ce programme, donc, toutes les excursions que je vous ai présentées sont incluses. Donc, elles ne sont pas obligatoires. Si à un moment vous voulez rester à bord, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, c'est un tout compris que nous vous présentons. Toutes les excursions, toutes les visites, musées sont inclus, avec aussi plusieurs dégustations au cours de cet itinéraire. Un dîner dans une ferme d'agritourisme, la soirée traditionnelle de chant croate, les clapas dont on a parlé. Donc, un véritable dépaysement, je dirais, à quelques heures de Paris, puisque la Croatie, c'est moins de 2 heures de Paris. Et c'est vrai que par rapport à cette période, puisque la question est souvent posée, la Croatie reste une destination donc très en vogue, il faut le savoir, et on vous conseille justement de la découvrir hors saison, puisque c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde en été, donc la Croatie se découvre surtout en dehors de la saison touristique. En matière de réglementation sanitaire, puisque la question se pose aussi régulièrement, nous attendons bien sûr les dernières instructions qui seront données dans quelques mois, je pense. À l'heure actuelle, pour l'instant, la Croatie demande un test PCR négatif de moins de 72 heures. C'est un pays qui, pour l'instant, n'a pas été beaucoup victime du Covid, ni l'année dernière, ni cette année. Donc, au fil des mois, on reviendra vers vous à ce sujet, à savoir s'il y a d'autres demandes sur le plan sanitaire, d'autres impératifs, mais pour l'instant, c'est uniquement le test PCR. Mesdames, Messieurs, encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre fidélité à nos visioconférences, à ce rendez-vous culturel que nous vous proposons. Vous retrouverez sur notre site Internet tous nos programmes détaillés. Nous restons à votre disposition par téléphone pour toute question, bien sûr. Et vous recevrez dans quelques jours le lien pour la rediffusion de cette visioconférence. Vous pourrez donc y accéder sans aucun problème. Et notre prochain rendez-vous donc sera fixé le jeudi 25 mars avec votre conférencier Cédric Cabane pour la découverte d'une destination donc culturelle aussi, d'une escapade que Cédric nous propose à l'automne prochain, l'île de Chypre, l'île d'Aphrodite. Merci de votre attention et à très bientôt.